Salut tout le monde, bienvenue dans notre dernière section de la session. Youhou! Fait que dans cette section, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle la datation radioactive. Dans le fond, on parle encore de radioactivité, mais on va pas s'intéresser au processus radioactif spécifiquement. On va pas regarder des équations de désintégration avec le avant puis le après. Ce qu'on va regarder, c'est ce qui se passe avec des atomes, comme l'uranium par exemple, qui sont instables. Fait que si tu les laisses là, ils vont se désintégrer, ils vont se transformer en d'autres choses naturellement, sans qu'on ait besoin d'aller manuellement leur donner de l'énergie pour les casser. Donc on va avoir un échantillon initial avec un certain nombre de molécules, d'atomes instables. Au fur et à mesure que le temps s'écoule, il y a une partie de ces atomes, ces molécules-là qui vont se désintégrer, vont devenir d'autres choses. Puis nous, on veut vraiment être capable d'exprimer le nombre d'atomes en fonction du temps, fait que vraiment être capable de décrire comment ils vont se désintégrer dans le temps. Alors, regardons ensemble comment ça se passe ce processus de désintégration nucléaire dans le temps. Au début, on commence avec un échantillon initial. L'échantillon initial, c'est comme au temps égale 0, là, quand on commence notre expérience. Combien on a d'atomes? On appelle ça N0. Le nombre N pour le nombre, fait que le nombre d'atomes initial. Dans mon petit exemple ici, j'ai fait, disons, 20 atomes que j'ai représentés par des points orange. Ce qui arrive quand j'ai des atomes instables, c'est que quand le temps avance, les atomes ont une probabilité, ont une chance de juste naturellement se désintégrer puis se transformer en d'autres choses. Ils peuvent se désintégrer à travers plusieurs processus qu'on a vus, alpha, bêta plus, bêta moins par exemple, sinon il existe d'autres processus aussi. C'est pas grave, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est vraiment l'idée qu'ils ont une probabilité, une chance de se désintégrer. Cette probabilité-là est quantifiée par un nombre, par une variable qu'on appelle la constante de désintégration. Alors, la constante de désintégration est représentée par la lettre lambda. Là, faites attention, on utilise lambda comme lettre grecque pour parler de la probabilité de désintégration. Ça n'a aucun rapport avec la longueur d'onde qui est aussi représentée par la lettre grecque lambda. On a un nombre fini de lettres parmi lesquelles choisir. On réutilise celle-là, ok? Ça n'a aucun rapport avec la longueur d'onde. Ce que ça nous dit lambda, c'est à chaque seconde, c'est quoi les probabilités que ma particule se désintègre. Exemple, si j'ai un lambda de 0.01, ça veut dire qu'à chaque seconde, mon atome a 0.01 chance de se désintégrer, donc 1% de chance de se désintégrer. Ça veut dire que si j'ai 10 atomes sur la table puis que j'attends une seconde, ben probablement qu'il y en aura un dixième de ça qui vont se désintégrer parce que chaque atome a une chance sur 10 de se désintégrer. Si j'en ai juste 10, ça se peut qu'il n'y en ait pas exactement une sur 10 qui se désintègre. Peut-être qu'il va en avoir un peu plus, un peu moins, on le sait pas. C'est le fruit du hasard. Mais si j'ai un très grand nombre d'atomes, ce qui va être le cas, on va avoir des moles d'atomes. Si j'ai un très grand nombre d'atomes, ben, il y en aura 1% qui va se désintégrer à chaque seconde. C'est ça que ça représente la variable lambda. C'est une constante, puis ça dépend de l'atome à quel point il est instable. Si le lambda est très petit, les chances de se désintégrer sont petites, l'atome est relativement stable. Si le lambda est très gros, on a beaucoup de chances de se désintégrer, ça veut dire qu'on est très instable. Donc j'ai mon échantillon initial avec mettons 20 atomes, j'attends un certain temps t, puis là maintenant il va me rester moins d'atomes dans mon échantillon. Alors, quand j'ai attendu un certain intervalle de temps, au début j'avais 20 atomes orange dans mon échantillon, maintenant il m'en reste juste 10, la moitié se sont désintégrés. Première chose qui est importante à comprendre, si je dis que la moitié des atomes se sont désintégrés, ça veut pas dire qu'ils se sont juste comme volatilisés puis qu'ils sont devenus juste de l'énergie ou qu'ils sont entièrement disparus. Ça veut juste dire qu'ils ont subi un processus radioactif, ils sont devenus un autre atome. Exemple, mes atomes d'uranium sont devenus des atomes de thorium. C'est un des processus qu'on a vu. Ce que je vais m'intéresser à compter, par exemple, c'est mon nombre d'atomes orange, mon nombre d'atomes du type que j'avais initialement. Ça l'a descendu, il m'en reste juste 10 maintenant. Si j'attends encore un autre intervalle de temps t, qu'est-ce qui va se passer?
ben là, il va encore y avoir des atomes qui vont se désintégrer. Si, mettons, j'attends le temps qu'il faut pour qu'il y ait 50% des atomes qui se soient désintégrés, mais ce 50%-là, ça va être 50% des atomes qui restent. Donc là, j'ai pas comme 10 atomes qui vont s'être désintégrés, la moitié de mon échantillon initial. J'ai 5 atomes qui vont s'être désintégrés, la moitié de mon échantillon qui me restait ici au temps T1. Et le reste vont être devenus, l'autre atome de couleur mauve. Fait que plus j'attends, plus le nombre d'atomes orange va aller en diminuant, mais ça va diminuer de moins en moins vite parce que le pourcentage de ceux qui vont se désintégrer est toujours basé sur le nombre d'atomes qui restent, puis ça va en décroissant. Ok, ça c'était juste pour se donner une image de comment ça se passe. Mon nombre d'atomes va réduire avec le temps, mais va réduire de plus en plus lentement. Maintenant, on va faire le problème pour vrai. On va mettre des équations, des chiffres là-dessus, puis on va regarder vraiment c'est quoi le comportement. Le but, c'est d'avoir le comportement du nombre d'atomes en fonction du temps, puis en fonction de la constante de désintégration qui représente la probabilité que les atomes ont de se désintégrer. La première chose super importante à définir va être le taux de désintégration. Alors, le taux de désintégration, c'est le nombre de désintégrations par seconde. Il y a une relation super simple qui relie le taux de désintégration avec le nombre d'atomes et lambda. Je vous l'écris. Le taux de désintégration, on va le représenter par la lettre R. Et le taux de désintégration est simplement égal à lambda, la probabilité de se désintégrer, multiplié par n, le nombre d'atomes. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est que si mes atomes ont 20% de chance de se désintégrer à chaque seconde, bien à chaque seconde, il y aura 20% de mon échantillon qui va se désintégrer. C'est ça qui me donne le taux de désintégration R. Puisque n évolue avec le temps, puisque n est une fonction du temps, ben R va lui aussi devoir être une fonction du temps. Lambda, lui, n'est pas une fonction du temps. C'est une constante, c'est la constante de désintégration. Donc ça, c'est une relation entre le taux de désintégration et le nombre d'atomes entre R et N. Il y a une autre relation qu'on va pouvoir établir entre les deux, une autre façon de définir le taux de désintégration. Le taux de désintégration, ça nous dit, tu sais ça, il y a combien de désintégration par seconde, ça nous dit de combien N va diminuer par seconde. Une autre façon de le dire, c'est R va nous donner le taux de variation de N. Mettons que je voulais écrire ça en termes de choses avec des taux de variation instantanés. Qu'est-ce que j'écrirais? Je dirais que R, le taux de désintégration, c'est le taux de variation de n par rapport au temps, donc la dérivée de n par rapport à t. Il me reste une petite affaire à ajouter dans cette relation-là, c'est que si j'ai un taux de désintégration, ça veut dire que mon n va aller en diminuant. Si j'ai un taux de désintégration positif, 10 désintégrations par seconde, ben n il va pas aller en augmentant, n va aller en diminuant. Fait que dans ma définition, je dois mettre un négatif. Parce que le taux de désintégration, ça me dit de combien n est en train de diminuer. Il y a un négatif qui vient dans la définition. Là, j'ai deux relations entre R, le taux de désintégration, et n, le nombre d'atomes en fonction du temps. Mon but du jeu, ici, c'est d'exprimer, de trouver comme la fonction qui représente n en fonction de t. Quand le temps avance, comment évolue n? Ce que je vais faire, c'est que je vais venir combiner ces deux équations-là pour obtenir ce qu'on appelle une équation différentielle. Ça va être une équation qui relie une fonction n et sa dérivée, dn sur dt. Il y a des techniques pour résoudre ça. Vous avez peut-être vu ça dans le cours d'intégrale. Le but de notre cours ne sera pas de avoir à résoudre cette équation-là. Je vais vous montrer les étapes pour faire la solution quand même parce que ce type d'équation-là est comme hyper important dans plein de domaines, même à l'extérieur de la physique. Si tu veux parler de l'évolution de la température d'un objet qui est en train de refroidir, ça va être le même genre d'équation. Si tu veux parler de l'évolution du nombre de bactéries qui est soumis à du désinfectant en fonction du temps, ça va être ça aussi. En tout cas, c'est une équation quand même bien utile. Je vous montre rapidement comment je m'y prends pour la solution.
Et voilà, c'est ça la solution au problème. N en fonction du temps, c'est N0, une constante, notre échantillon initial, multiplié par une exponentielle décroissante E à la moins lambda t. Les étapes que j'ai faites pour résoudre le problème, j'ai commencé par juste remplacer une équation dans l'autre. J'ai obtenu mon équation différentielle, un lien entre la dérivée de n et la fonction n. Lambda est une constante. J'ai shippé le moins de l'autre côté. J'ai fait ensuite la méthode qu'on appelle la séparation des variables. Ça veut dire mettre toutes les variables dépendantes d'un côté puis toute la variable indépendante de l'autre côté. Qu'est-ce que ça donne? J'ai envoyé le n au dénominateur, j'ai divisé par n, une intégrale par rapport à dn. J'ai pris le dt, je l'ai envoyé au numérateur de l'autre côté. Là, cette équation-là ne dépend pas explicitement du temps. Lambda puis le négatif, c'est des constantes. Ensuite, je fais mon intégrale. J'ai juste mis le 1 sur n pour que ça ressemble plus aux intégrales qu'on est habitué de faire. C'est quoi l'intégrale de 1 sur n? C'est log en base naturelle, en base e, de n. C'est quoi l'intégrale de moins lambda par rapport à t? Moins lambda, c'est une constante. L'intégrale d'une constante ou l'intégrale de 1, c'est juste la constante fois la variable t. J'ai des bornes d'intégration. Le temps, on commence le temps à 0. On commence notre expérience à t égale 0, puis ensuite on veut savoir où est-ce que l'expérience est rendue au temps t, qui est une variable. Puis quand je suis au temps t égale 0, j'ai combien d'atomes? C'est quoi la valeur de n? C'est n0, c'est la taille de mon échantillon initial. Fait qu'ici, les bornes ils correspondent ensemble. Quand le temps est égal à 0, mon échantillon, il y a n0 atomes. Puis quand je suis rendu au temps t, ben, il me reste n de t atomes. Quand je viens évaluer ça aux bornes, log de la borne d'en haut moins log de la borne d'en bas. J'évalue ça ici, là, j'ai pas fait moins 0, whatever, c'est 0. Puis ensuite, j'ai utilisé une propriété des logs, que quand on fait une soustraction, je peux les ramener ensemble dans un même log avec une division. Quand je ship le log de l'autre côté, ça c'est important, rappelez-vous, quand on envoie le log de l'autre côté, il faut faire la fonction inverse. L'inverse de ln, c'est e exposant quelque chose. Fait qu'ici à droite, j'ai e exposant tout ce que j'avais à droite ici, donc e à la moins lambda t. Si au contraire je veux ramener le e de l'autre côté, ben là il redevient un log naturel de tout ce que j'ai à gauche. On va avoir besoin de passer de un à l'autre dans nos exercices. Fait qu'il me reste juste à ramener la constante au numérateur et j'ai la fonction importante n en fonction du temps. J'aimerais aussi avoir r en fonction du temps, le taux de désintégration en fonction du temps. Là, c'est super simple, j'ai pas besoin de niaiser avec des équations différentielles. J'ai juste à remplacer n dans mon équation ici, puis je vais avoir r en fonction du temps. Et voilà mon R en fonction du temps, pas plus compliqué que ça. J'ai pris le N en fonction du temps, je l'ai remplacé dans la formule pour R, puis j'ai trouvé R en fonction du temps. On peut l'écrire avec lambda fois N0. Ça aussi, on peut dire que ça représente le taux de désintégration initial qu'on peut choisir d'appeler R0. En termes de graphique, de quoi ça a l'air? Ben, ça fait une exponentielle décroissante sans grande surprise. La valeur initiale, quand le temps est égal à 0, c'est n0, puis on va tendre asymptotiquement vers 0. Un dernier petit attention, cette formule-là, elle est valide uniquement quand n est très grand. Il faut que la loi des grands nombres soit applicable. S'il me reste 5 atomes, c'est pas vrai que ça va faire une belle exponentielle décroissante. Ça va faire de quoi d'un petit peu plus bumpy. On va pas vraiment se soucier de ça, ça va toujours être valide dans nos problèmes. C'est quand même un petit attention important. Si je veux tracer le graphique de R en fonction du temps, ben c'est encore une exponentielle décroissante, fait que ça va être pas mal le même graphique. Cette fois, par contre, la valeur initiale, c'est le taux de désintégration initiale, R0, puis ça va encore tendre asymptotiquement vers 0. Dernière petite chose à dire avant de se lancer dans un exemple, c'est que c'est quoi les unités de toutes ces affaires-là? Tu sais, n, c'est un nombre. Il n'y a pas d'unité parce que c'est juste un chiffre, c'est comme un nombre d'atomes. Il n'y a pas une unité du système international qui va avec ça. R, c'est un nombre de désintégration par seconde. À cause du lambda ici, lambda, il y a des unités de seconde à la moins 1. Donc R a des unités internationales de seconde à la moins 1. Parce que c'est un nombre de désintégration par seconde. C'est juste le par seconde qui est une vraie unité. Mais quand on parle d'un taux de désintégration par seconde dans les unités internationales, on renomme seconde à la moins 1 par Becquerel. C'est le nom d'un physicien français, là. Henri Becquerel. Il a donné son nom à cette variable-là. Fait qu'on va tout le temps parler du taux de désintégration en Becquerel, mais c'est parfaitement équivalent à des secondes à la moins 1. Techniquement, c'est aussi parfaitement équivalent à des hertz. Il existe une autre unité pour le nombre de désintégrations par seconde qui sont des Curie, en l'honneur de Marie Curie, puis il y a juste une règle de 3 à faire entre les Becquerel et les Curie. C'est expliqué dans les exercices, là, je ne vais pas vous l'écrire ici.
C'est déjà tout pour cette section. On a vu comment exprimer le nombre d'atomes instables en fonction du temps. Ça nous fait une belle exponentielle décroissante avec le paramètre important qui est la constante de désintégration. Puis on a vu aussi comment exprimer le taux de désintégration en fonction du temps qui est lui aussi une jolie exponentielle décroissante mesurée en becquerel. C'est tout pour cette vidéo. On va être prêt pour un bon exemple pour faire des calculs avec tout ça. Bye bye!